Bonjour mesdames. Alors le sujet qu'on va traiter, le sujet qu'on va traiter, c'est comment on gère, comment on va gérer des reproches. Ouais, les critiques, les reproches qu'on peut avoir dans les cours. D'accord. Comment on va reprocher, donc comment on va faire quand on n'est pas contente dans son couple, etc. On a des problèmes de relationnels avec son mari ou sa femme. Comment on gère la critique? Ça va, ça veut dire comment on va, voilà, je suis pas contente, j'ai des choses à dire. J'en ai marre de le faire. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire ou des comportements qu'on ne supporte plus. Ça va? Donc, comment ça se gère? Comment on gère ça? Comment on arrive à démontrer qu'on n'est pas contente, qu'on a envie que ça change, que voilà, et on est critique sur les événements. Alors, on va essayer de voir dans la Torah comment, ici dans l'exemple de la paracha de Vaïgash, qu'on va lire cette semaine, comment Yosef il s'est arrangé, oui, pour faire des réprimandes à ses frères. C'est très intéressant de voir comment il a procédé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment dire, il s'est arrangé pour qu'on retrouve dans le sac de Binyamin, on retrouve la coupe avec laquelle Yosef il faisait des incantations. Ouais, vous avez vu dans la paracha, il disait, quand il a dit, voilà, je sais que vous avez vendu votre frère, voilà, ma coupe, elle me dit que la boule de cristal, quoi, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait dire à ses soldats, ou je sais pas, ses domestiques, après qu'il les a reçus au repas, il les a fait manger, il a dit, voilà, cette coupe-là, ma coupe, vous la mettez dans le sac de cet enfant de Binyamin. Et lorsqu'ils sont repartis, donc ils ont été pourchassés, on a trouvé cette coupe dans ce sac. Et là, ils ont dit, on va tous être tes esclaves. Il a dit, non, pas du tout. Il a dit, Khalila, malheur à moi de faire une chose pareille. C'est lui qui est coupable, c'est celui qui a volé la coupe. Et donc, comme il a volé, il va devenir mon esclave. Et qu'est-ce qu'a fait Yehuda? Et donc, Yehuda va intervenir. Yehuda intervient. Dans la paracha, au début de la paracha, il va dire, voilà, je me suis porté garant. Parce que mon père, il a perdu un enfant, il a perdu sa femme, il lui reste que 7 enfants, Binyamin. Et il a dit que, voilà, il est dans une telle déchéance morale que si vous gardez cet enfant, oui, comment je vais supporter de voir mon père dans cet état-là? Ça veut dire que de revoir mon père en sachant que cet enfant a disparu et qu'il a été rendu esclave à jamais chez son maître, et qu'il ne verra plus son enfant de sa vie entière, c'est impossible que je supporterai cette douleur. Et à part ça, sa vie dépend de sa vie. Ça veut dire que la vie de mon père dépend essentiellement de la vie de cet enfant. Ça veut dire que si vous lui enlevez cet enfant, vous tuez mon père. Voilà ce qu'il dit. Donc il essaie de l'émouvoir, il essaie un petit peu d'essayer de faire lâcher prise à Yosef. Il dit, écoutez, c'est simple, moi je préfère être l'esclave de votre esclave que de voir cet enfant rester esclave et de voir mon père dans cet état. C'est Reuven qui parlait, là? C'est Yehuda qui parle. Il a dit à son père, c'est la famine dans le monde, il faut absolument qu'on essaie de trouver de la nourriture. Il dit, oui, mais il a demandé à ce qu'on amène Binyamin. Il a dit, mais je peux pas garder Binyamin, il peut lui arriver un accident comme il arrive un accident à sa mère, qui est morte en chemin, et qui arrive un accident à son fils. Yosef aussi, pareil. Donc il dit, je ne pourrais pas supporter qu'il puisse être condamné dans le ciel et qu'il puisse mourir dans le chemin, je ne peux pas. Il a dit, écoute, moi j'aurais fauté toute ma vie si je ne te le ramène pas. Ça veut dire quoi? Il a dit, Kol hayamim, tous les jours de ma vie, il a dit dans ce monde et dans le monde à venir. Voilà, j'engage ma vie sur terre et dans le monde à venir si je n'avais pas Binyamin. Bon, il a vu qu'il était très engagé, il a dit ok, bon, mais. Et donc il a dit j'espère que vous allez réussir dans votre entreprise. Voilà ce qu'il a dit Yaakov à son fils Yehuda. Mais il s'est porté garant. Et Yosef, qu'est-ce que fait Yosef? Il va garder cet enfant. Voilà. Donc après que Yehuda il a fait sa plaidoirie, il a dit voilà, il a comme si qu'il avait condamné Yosef à être un criminel. Autrement dit, il a dit voilà, si vous gardez Binyamin, vous tuez mon père, donc vous êtes un criminel. Et sur ce, Yosef va dire. C'est moi, Yosef. Aod Avichai, mon père est vivant. Vous avez compris? Et là, il y a un Midrash Rabbah qui dit, là-bas, sur ce passage, qui dit que lorsqu'il a dit ça, il a dit, oh, il a nous miyomadin. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour où Hachem va, va nous faire reproche.
à la fin des 120 ans, va être jugé. Oh, il a nommé ici déjà le plus petit des enfants de Yaakov Avinu, qui était le dernier frère. Il leur a dit, je suis Yosef, mon père est vivant. Et veniv alumi panav. Ils étaient épouvantés devant ça. Épouvantés devant ce qu'il a vu. Parce qu'ils ont dit Yosef. Quand il dit c'est moi Yosef, vous imaginez ce que ça veut dire pour moi? Il a dit Yosef. Comment ça Yosef? Mais c'est possible. Mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. C'est qu'on s'est rendu compte que quand on a interprété le rêve, au départ, tout est venu d'une interprétation de rêve. Ils ont dit, mais il s'est pris pour qui? Il va nous régner, il va nous gouverner. En fait, on s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que Yosef n'a jamais été roi d'Israël, mais c'était roi d'Égypte. Et donc ils ont vendu Yosef à tort. Son père, il a porté un deuil à tort. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? C'est ça un Yosef. Je suis Yosef. Il a dit 2 mots, je suis Yosef. Veni valou et pas là. Il a dit, oh là là, on a fait une erreur de fou là. Ça veut dire qu'ils se sont trompés carrément. Ils veni valou balav, lo yachlou la nototo. Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient épouvantés devant ce qu'ils ont vu. Il a dit, c'est moi Yosef, mon père est vivant. Ça veut dire que mon père est vivant. Quand tu dis comme ça, tu dis, tu sais, si tu gardes Binyamin, il y a eu Dadi à son frère, c'est son frère Yosef, il dit, qui est censé être le vice-roi d'Égypte, il dit, mais si vous gardez Binyamin, vous tuez mon père. Parce que Nafsho Kshura ben Nafsho, son âme est attachée fortement à l'âme de cet enfant. C'est criminel ce que vous faites. Il dit, mais si c'est criminel ce que je suis en train de faire, mais c'est ce que tu as fait. Parce que quand tu m'as vendu, tu savais pertinemment combien mon père était attaché à moi. Puisque c'est l'objet de ta critique, c'était l'objet de la haine, c'était l'objet de tout ça. Oui ou non? Donc quand tu m'as vendu esclave, tu n'as pas eu peur pour mon père? Vous avez compris ce que fait Yosef? Qu'est-ce qu'il est en train de faire Yosef? Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il leur envoie il leur fait prendre conscience. C'est vrai, mais c'est pas ça qu'il fait. Il fait quoi? Il est en train de le faire juger d'une chose qui devrait le condamner, sans lui dire qu'il est condamné. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est très subtil ce que fait Yosef. Vous parlez de l'art et la manière de dire les choses. Ouais. Ça veut dire qu'il est en train de lui dire comme ça. Il dit, voilà, je garde Binyamin, qu'est-ce que t'en penses? Vous avez compris? Parce que dans le texte du Midrash, c'est comme ça, je vous explique le Midrash. Le Midrash, il dit, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour de la réprimande, du reproche. Mais non. Normalement, on fait reproche à quelqu'un et après on le juge. On dit, regarde ce que tu as fait, regarde ce qu'elle a fait, voilà. Et bien, puisque tu as fait ça, je te juge et je te condamne. C'est ce qu'on fait en général. Mais là, c'est marqué l'inverse. Il a dit, malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Mais non, c'est mal formulé. Alors le Rav, il y a un Rav, le Beth Alevi, il explique comme ça. Vous savez ce que fait Hachem? Vous savez ce qu'a fait Yosef? Il dit, dis-moi, voilà, je te crée une situation, voilà, je te garde Binyamin. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu juges cette situation? Il dit, ben, je juge qu'elle est criminelle. Ah, tu juges qu'elle est criminelle? Alors, je te fais le reproche d'être le criminel. C'est jugé lui-même finalement. Vous avez compris ou pas? Il dit ça, mais c'est criminel, tu te rends compte, tu gardes Binyamin, mais tu tues mon père. Je dis, ah bon, je suis un tueur. Donc tu as jugé que ça, c'est criminel. Alors je te dis, voilà, c'est toi le criminel. C'est quoi la différence entre faire juger les gens ou de condamner les gens? Quand je fais reproche à quelqu'un, je le condamne sans l'avoir jugé. Et après, je te dis, voilà, tu es condamné. Mais est-ce que la personne accepte une chose pareille? Non. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a fait juger d'une situation. Après, que tu es jugé que c'est criminel, tu ne peux pas dire que tu n'es pas le criminel. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est la subtilité dans la façon de formuler les choses. Pourquoi il a fait ça comme ça, Yehuda, à votre avis? Yosef, pourquoi il n'a pas dit directement, mais écoute, d'abord il les a pas rassemblés en disant, vous savez, c'est moi Yosef, voilà ce que vous avez fait, c'est criminel, vous êtes trompé dans le jugement que vous avez eu de mon rêve, vous avez mal estimé le rêve, vous avez mal interprété mes rêves, et voilà ce qui est arrivé, vous avez fait une catastrophe, voilà ce qui s'est passé. Non, il a voulu leur faire teshuva. Donc ça veut dire qu'écoutez-moi bien, le reproche, quand on fait reproche à quelqu'un, souvent, malheureusement, on fait des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on veut dire notre souffrance, on veut dire la vérité aux gens. Il dit la vérité, c'est que voilà, ton comportement est insupportable. De m'ignorer, c'est insupportable. De me traiter comme tu me traites, c'est insupportable. Je dis la vérité à mon mari, à ma femme, je lui dis voilà, la vérité. Mais cette vérité, elle parle ou pas aux gens? Il dit ah oui, tu as raison. Bon. En vérité, je pense qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes, il faut savoir qu'un homme est fier. Ça va? D'où je sais qu'un homme est fier.
Parce que quand vous voyez des enfants dans une cour d'école, qu'est-ce qu'ils font? Des enfants dans une cour d'école. Les garçons, qu'est-ce qu'ils font les garçons dans une cour d'école? Ils courent. Qui c'est qui est le plus fort? C'est qui est... Voilà. Et le plus faible, eh ben, on lui casse la figure. Voilà. Ça va, c'est comme ça. Oui. Bon, c'est cruel. On vous dit, on va faire la course. Viens, on va voir qui est-ce qui court plus vite. On va provoquer l'autre, on va bagarrer avec lui. Ça veut dire qu'un enfant, un garçon, il est fier de lui. Donc quand je lui casse sa fierté, qu'est-ce que je fais? Je détruis sa nature. Un homme est fier. Ça va? Le problème qu'on a dans la fierté, c'est que c'est très difficile de faire un reproche à quelqu'un qui est fier. Que vous allez dire à votre mari, mais t'as vu comment tu fais? Il dit d'abord de quoi je me mêle. Ouais. Et moi je te pose la question, moi. Et toi, t'as vu, tu me dis à moi, mais d'abord change-toi, toi. Ouais, voilà. Et après tu verras que c'est pas comme ça. Ça va? Voilà. Tu me reproches la religion, bah toi fais ça. Tu me reproches mon comportement, d'abord que je change. Tu vois comment tu me parles aussi, etc., etc. Donc en fait qu'est-ce qu'on fait? On renvoie la balle. Mais comment ça se fait qu'on a du mal à accepter d'être reproché? C'est dur, parce que ça remet en cause quelque chose, c'est quoi? Ben, c'est l'amour propre de la personne. L'ego. L'ego. Hein? Comment? Oui, c'est ce que je dis, la fierté, sa fierté. Mais c'est pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut être subtil dans la vie. Parce que je sais pertinemment qu'il n'entendra pas ce que je vais dire. Par fierté. En vérité, le problème, il est double, en fait. C'est quelque part, quand les gens sont fiers, ils ont l'impression de ne pas être respectés quand on leur fait des reproches. Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Faire attention à ça. Parce que le but, c'est quoi? C'est de dire, ou le but, c'est que ça change? Je pense qu'il y a quand même un problème à la base. Attendez, quand on fait reproche, le but, c'est de dire la chose, ou de faire changer la personne? Bon, est-ce que vous croyez que quand vous allez vexer les gens, ça va les faire changer? Non, pas du tout. À moins qu'ils soient très dociles, un petit mouton. Ouais. Ça n'existe pas. Donc c'est voué à l'échec, évidemment que c'est voué à l'échec. On est d'accord ou pas? Donc cette démarche, elle est... Et ça va être même pire, je vous dis même pire, parce que la personne qui se sent bafouée, parce que vous avez fait... Vous dites, attendez, j'en ai marre. Alors il y a des gens, ils vont vous dire, ben, pour Shalom Bayit, il vaut mieux boire du scotch. Du whisky, ça peut aider. D'accord? Mais non, vous avez compris, le problème, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Ou on souffre toute seule, ou tout seul. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Et si je dis la chose, il va pas l'accepter. C'est vous l'échec, il va s'entêter, il va le mal le prendre. Alors comment ça se passe? C'est pas évident. Hein. Alors peut-être il faut essayer de créer une situation qui fait qu'il fait la même chose, enfin, lui mettre son... C'est difficile. Hein? On essaye de mettre de la forme. Ouais. On se dit, on baisse la tête. Mais c'est dur parce que je vous explique, on est sous pression. Parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois... Surtout la femme, on aurait tendance à pas se faire. Voilà, donc c'est dur, vous avez compris. C'est dur d'accepter de gérer ce genre de personnes. Et nous, il faut que ça change. Alors, déjà tout en sachant que quand ça va s'accumuler, je vais craquer. Et si je craque, je vais être violente. Est-ce qu'il faut attendre? Je sais que c'est comme ça. Mais quand je vais être violente, je vais hausser le ton. Et quand je vais hausser le ton, il ne va pas accepter. Par exemple, si un avion qui passe au-dessus de votre tête, il y a un certain décibel qui est supportable ou pas? Voilà, vous entendez un avion, un hélicoptère, comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous bougez les oreilles. Bon, quand il y a trop de bruit, on se bouge les oreilles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire que quand en face, vous faites du bruit, ça va se boucher les oreilles. Ça rentre encore moins, quoi. Il ne va pas écouter. Personne n'écoute. Il va être hermétique à ce qu'on va dire. Mais pourquoi il va être hermétique? Le bruit, ça dérange, vous comprenez ou pas? Pour lui, c'est du bruit, ça. Ça veut dire que la personne, quand vous faites reproche, il vous dit « Ah, comment ça crier ?» Mais en vérité, quand vous criez, qu'est-ce que vous faites? Vous humiliez la personne. Ben oui. Parce que tu sais, je suis pas sourd. Hein. Bon, tu m'as pris pour qui? Pour un enfant? Tu es obligé de me crier, de me gronder, tu vas m'éduquer. Vous avez compris? C'est comme ça que ça se traduit dans la tête des gens. Mais dans les deux sens, je ne parle pas seulement des hommes, plus les hommes, je pense. Je veux dire que tu vas m'éduquer, tu vas monter au-dessus de moi. Vous avez compris? On est dans la concurrence. Mais moi, je suis plus fort que toi, moi. Vous avez compris? Parce que tu veux me rendre faible, mais je suis fort. Et ça n'aboutira jamais, vous comprenez ce que je veux dire? On va être dans un combat. Mais ce n'était pas l'objectif. Alors? Et bien c'est comme ça. Il faut accepter, il faut... Non, j'ai gueule. Faire un travail sur nous.
Ah, mais c'est ça le problème, vous avez compris. D'abord, la première chose, je pense déjà, la première chose, c'est de ne pas cumuler ce genre de situation. Voilà. Il faut tout de suite dire, ça va? Ouais. Parce que quand on est calme, c'est facile. Parce que quand on est calme, la manière de dire, elle va montrer du respect. D'accord. Tout de suite dire si on s'énerve sur le... Pas énervé. Quand il y a un problème, il faut tout de suite, le plus tôt possible, je veux dire, le plus tôt possible. Pas sur le moment, on a besoin de se calmer avant. J'ai pas dit le contraire. Non, mais quand on est énervé, c'est-à-dire quand c'est franchement énervant, c'est qu'en une seule fois, c'est que c'était très grave. Donc la personne peut comprendre, parce qu'en une seule fois. Mais des fois, c'est des petites des allusions, des fois, c'est des manques de relations, des fois, des manques de considération, des fois, c'est... Vous avez compris? Et ça peut être aussi gênant. Ou, alors ou des choses qui sont vexantes. Par exemple, il a osé dire devant tout le monde des choses qui sont vexantes. Pour rigoler, mais bon, c'était pas sympa, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie qui font que malheureusement ça déteint chez nous, c'est comme ça fait mal. Alors le truc c'est de solutionner le plus tôt possible pour ne pas que ça recommence. On prend des résolutions claires. Mais non, pourquoi c'est comme ça? Mais non, la façon de dire, c'est très important la façon de dire. Parce que dès l'instant où je lève le ton, la personne n'écoute plus. Parce que la forme, elle est fondamentale. L'objectif, encore une fois, c'est pas de dire la vérité. Je t'envoie la vérité en face et débrouille-toi avec. Et j'ai raison, je sais que j'ai raison, débrouille-toi avec. Et je dis, bah si toi aussi, moi aussi j'ai des vérités à te raconter, tiens, débrouille-toi avec. On va faire du ping-pong, c'est comme ça que ça va se passer comme ça, et au final, ça n'aboutira jamais. Il faut partir du principe qu'on n'est pas en train de dire la vérité aux gens. On veut amener les gens à accepter la vérité. C'est pas pareil. Mais s'ils ne la voient pas, la vérité. Alors j'ai compris, après c'est de la subtilité. Après il faut lui dire comme ça, après je vous expliquerai. Mais déjà que vous compreniez que je ne suis pas là pour lui dire la vérité et lui dire, voilà c'est comme ça, je souffre, je suis là, et débrouille-toi avec. Non, il faut que je l'amène à penser. Je veux que ça change. Il faut qu'il soit gêné, il faut qu'il ait honte. Alors il y a une petite allusion dans la Torah, et je vais vous poser une question pour vous faire comprendre cette chose-là. C'est marqué dans la Torah que quand Yosef a dit à ses frères, et je suis Yosef, mon père est vivant, c'est-à-dire je suis Yosef, c'est moi Yosef. Vous attendiez pas à ce que ce soit Yosef, et c'est moi Yosef. Donc vous vous rendez compte de toutes les erreurs que vous avez faites en pensant que j'étais le Yosef que vous avez imaginé, c'était le roi d'Égypte, le roi d'Israël, pardon, et qu'on allait couper en deux la famille, et il y aurait Israël, Yehuda Israël, le roi d'Israël et Yosef, et c'est impossible puisque le clan d'Israël qui va être composé par ses 12 enfants ne peut pas se couper en deux. Voilà ce que vous avez cru. Donc il faut absolument juger. Quelqu'un qui est Mored Bemalchut, qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort. Donc ils ont dit il faut le condamner à mort. On ne va pas le tuer, on va le vendre. Mais ils ont condamné à mort quelque part. Ce jugement était faux, ils se sont trompés. Ah, comme ça, baba. Et à part ça, il leur a dit, vous avez obligé, tu sais ce que tu as fait, ce que tu me condamnes, c'est ce que tu as voulu faire à ton père, c'est ce que tu voulais faire avec moi, c'est pareil. C'est quoi la différence entre moi et mon frère? Quand tu m'as vendu, ça t'a pas dérangé. T'as pas dit, hey, mon père, il va mourir, voilà. Mais quand tu vends Binyamin, tout à coup, ça crée quelque chose, une émotion chez toi. Comment ça se fait? Explique-moi ça, toi. Parce qu'ils ont dû en mort. Hein? Ils ont dû leur faire souffrir. Pourquoi ils l'ont pas eu tout de suite? Attendez, quand on dit je prends Binyamin et si tu gardes Binyamin, tu tues mon père. Tu sais qu'il est attaché à cet enfant. Mais est-ce que Yosef, Yaakov n'était pas encore plus attaché à Yosef, à votre avis? Ah oui, La preuve, c'est que cette différence qu'il a exprimée a créé de la haine chez les frères. La haine sous-entendue, bien entendu. Hein, c'est une haine inconsciente, mais elle existe. La différence organisée, elle dérange les enfants. Quand on voit qu'il y a des privilèges que les uns ont par rapport aux autres, on est plus attentionné, plus de sourires, plus de petits bisous, plus de cadeaux, plus de machin, plus d'intention. On crée des différences, on ne se rend pas compte, mais on crée la différence. Cette différence est insupportable pour celui qui l'a subi. Donc il était attaché à lui ou pas? Dès qu'il a su que son père, dès que Yaakov a su que son fils avait été déchiqueté par l'animal, il a pleuré, Yamim Rabim. Tous les jours il pleure le deuil. Mais je sais pas, je vois ça, je dis, on a fait une grande bêtise. Est-ce que ça a changé leur façon de se comporter et ça a changé leurs opinions personnelles au départ? Non, ils n'ont jamais été chercher Yosef, disons qu'ils n'ont pas fait de démarche particulière. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réagi là? Et là, tout à coup, Yehuda, il est comme il se dit, mais attends, si j'aurais fauté toute ma vie, ça veut dire il met son lamaba en jeu. S'il ne ramène pas Binyamin, vous imaginez ce que ça veut dire? Comment je vais voir mon père dans cet état-là? Si je ne ramène pas, je préfère être moi l'esclave. Et que lui il retourne sur son père, que de savoir que je vais retourner chez mon père et de lui expliquer que finalement Binyamin est resté là-bas. C'est insupportable. Vous avez compris ce qui se passe?
Mais non, c'est marrant qu'il a réagi là, et là il a pas réagi. Mais qu'est-ce que voulait faire Yosef? Yosef, il voulait dire, tu vois bien que ton jugement, il est investi d'un parti pris. C'est parce que c'est moi que tu ne réagis pas. Mais si tout à coup c'est quelqu'un d'autre, tout à coup tu deviens le criminel. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il voulait lui expliquer que derrière il est victime d'un choix au départ. C'est que Yosef, il ne peut pas être le roi d'Israël. C'est qui le roi d'Israël? C'est moi. Donc comme c'est moi, ça ne va pas être lui. Donc je ne pourrai jamais le ramener à la maison. Parce que c'est qui va souffrir du fait que Yosef il soit à la maison? C'est moi. Et je ne peux pas souffrir. Donc mon inconscience de la souffrance de mon père, elle vient de la forte conscience que j'ai de ne pas faire que Yosef il soit le roi d'Israël. Mais on peut dire aussi que peut-être la même situation se présentait encore une nouvelle fois. Et là, Yehuda, il avait déjà eu l'expérience la première fois. Et la seconde fois, il était... C'est ce que Yosef espérait. Mais on a besoin d'attendre 2 fois pour voir son père pleurer. Hein, vous avez besoin d'attendre 2 fois, vous? Ben non, c'est impossible. Mais seulement cette inconscience de la souffrance de son père, elle vient du fait qu'il n'a pas le choix. Intellectuellement, il ne peut pas, émotionnellement, il ne peut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il est dans son droit. On croit qu'on a raison. Ah ben, si mon père il souffre, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon frère. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on se justifie les choses. Alors que c'est faux, vous comprenez? Parce que c'est insupportable. Ça devrait être insupportable de voir ça. Mais on est enfermé dans un désir de ne pas souffrir. Parce que si je souffre, je vais ramener Yosef. Et si je ramène Yosef, c'est lui qui va dire, oh Israël, c'est pas possible, c'est moi. Donc je suis dans une spirale impossible où je m'enferme, dans laquelle je ne peux pas me sortir, qui est d'accepter la souffrance de mon père. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Binyamin, Binyamin, il n'y a pas d'enjeu. Binyamin, c'est un enfant comme tout le monde. Il n'y a pas de problème avec cet enfant d'école. On juge avec un parti pris. Il y a marqué dans la Torah, écoutez-moi bien, il a dit, je suis Yosef, mon père est vivant. La Torah, elle écrit, Lo yachlou la'anototo. Ils n'ont pas pu lui répondre. C'est un peu normal. Veniv alumipanav, et ils étaient épouvantés, estomaqués devant ça. Estomaqués, j'ai compris. J'ai juste pas compris qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas pu répondre. C'est évident. C'est évident ou pas? Pourquoi la Torah l'écrit? Pourquoi la Torah écrit? Parce qu'ils ont vu l'erreur tout de suite. Pourquoi la Torah écrit qu'ils n'ont pas pu répondre? Bah oui, quand on voit ça, on ne peut pas répondre. Il leur a dit d'abord je suis Yosef, ils n'ont pas pu répondre. Et après pour créer le lien avec eux, il a demandé si... Mais pourquoi écrire, ils n'ont pas pu répondre? À la première... Mais attendez, ils étaient bouche bée devant Yosef. Bah, ils ont vu comme un fantôme. À quoi ça sert de m'écrire dans la Torah? La Torah, c'est un livre d'enseignement. On n'est pas en train de romancer, là, ici. Oui. Donc la Torah, si elle écrit « Ils n'ont pas pu répondre », c'est pour m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ils étaient persuadés que Yosef était mort ou je sais pas où. Figés, ils étaient figés. Ça, c'est quand je romance. Je dis, voilà, je vais vous expliquer, je suis Victor Hugo, alors pour vous ressentiez les choses, je vous écris, ils n'ont pas pu répondre. Mais moi, c'est pas Victor Hugo, là. Là, on est dans la Torah. Vous avez compris? Donc je veux comprendre. Attends, je vais poser une autre question. Il y a marqué, ils n'ont pas pu répondre. Ça va? Et s'ils avaient pu répondre? Ça voulait dire ils ont eu conscience de l'erreur qu'ils ont faite, quoi. Hein. Écoutez ce que je dis, écoutez bien ce que je dis. S'ils avaient pu répondre, ah mais c'est ta faute. Et qu'est-ce que j'aurais gagné, moi qui ai dit je suis Yosef, mon père est vivant? J'aurais gagné quoi? S'ils avaient pu répondre, j'ai fait reproche à mes frères, j'ai dit je suis Yosef, mon frère est vivant. Il me dit attends, mais non, mais je vais t'expliquer pourquoi on a fait ça. Ils n'ont pu répondre. S'ils avaient pu, là il y a marqué ils n'ont pas pu répondre. Mais s'ils avaient pu répondre, qu'est-ce que j'aurais gagné, moi qui fais le reproche? Ils ont fait tchouva. J'aurais gagné quoi? Gagné quoi? J'ai fait reproche. J'aurais dit. Un autre reproche. J'aurais gagné quoi? J'aurais gagné, je leur ai fait la honte. Sans obtenir quoi que ce soit. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non. Donc quand je fais reproche, il faut que la personne elle puisse ne pas répondre. Quand je fais c'est dur ça. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour vous expliquer, c'est pas simple. Écoutez-moi bien. Si vous dites à votre mari, écoute, regarde comment t'as fait, il veut dire de quoi je me mêle. Qu'est-ce que j'ai fait finalement? Je lui ai fait honte, sans résultat. Donc qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je lui dise quelque chose auquel il ne pourra pas répondre. Donc je dois mettre des émotions, je dois mettre du cavote, je dois mettre plein de choses pour pas qu'il réponde. Parce que s'il rétorque en disant, mais d'abord je me mêle de ta vie moi, bon, je suis foutu. S'il me répond, d'abord change-toi et après moi je changerai. D'abord vas-y, fais-toi d'abord, travail. Toi tu me reproches à moi, d'abord fais-toi d'abord. J'ai tout perdu.
Parce que c'est marqué dans le texte comme ça. C'est marqué dans le parashat Mishpatim. Écoutez bien. Il y a une mitzvah de faire un reproche. Ah oui? Il y a marqué Ochiar Tochiar et Amitecha. Hachem, il nous ordonne de faire reproche à notre peuple. Ochiar Tochiar et Amitecha. Lotisna et achicha bilvavecha. Je continue le texte. C'est le même pasuk. Tu n'arrieras pas ton prochain dans ton cœur. D'accord? Il y a marqué lotisna et achicha. Donc ne n'aille pas ton prochain dans ton cœur. Ochiar Tochiar et Amitecha. Fais-lui reproche. Mais lotissa à la frette. Ne porte pas sur toi la faute. Fais reproche à ton prochain, mais n'en porte pas la faute. Rachidi, ne porte pas la faute, ça veut dire ne le fais pas en public. Pourquoi? Parce qu'en public, je l'humilie. Mais non, quand on fait teshuva, est-ce qu'on a honte? Dites oui, dites oui. Très bien. Quand on fait teshuva, on a honte ou pas? Bah oui, c'est quoi la teshuva? La teshuva, vous comprenez pas? J'ai dit comme ça, quand j'ai dit, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? J'ai honte de moi, parce que j'aurais jamais dû faire ça. Je suis en train de faire teshuva là? Oui, bien sûr. Très bien, donc j'ai honte? Très bien, donc la teshuva amène à la honte? Vous savez ce que je vais faire moi? Je vais lui accentuer la honte. Je vais faire barabim en public, comme ça il va faire une vraie teshuva. Ou alors je vais hausser le ton, et je vais lui montrer que je me laisse pas faire, et je vais lui faire la honte. Comme ça, il aura bien honte. Vous avez compris ou pas? Mais qu'est-ce que j'ai espéré? J'ai cru que la honte que je vais provoquer, il va faire des chouvas. Est-ce qu'il va faire des chouvas? Non. Il y a deux hontes. Il y a une positive et une. La honte positive, c'est qu'il ait honte de lui. La honte négative, c'est que je lui fasse honte. Pas pareil. Donc quand la Torah dit fais reproche à quelqu'un, si ce que je vais faire lui fait honte, mais dans le mauvais sens, c'est la source que j'ai fait. Attendez 2 minutes, vous avez compris ça? Retenez déjà ce que je veux dire, parce qu'après on va s'oublier. Si je fais honte à la personne, mais la mauvaise honte, j'ai fait une avéra. L'otissa, la frette, n'emporte pas la faute. Rachidi, en public, devant tout le monde. Mais en vérité, on n'a pas besoin de comprendre ça en public, on a besoin de comprendre que quand que je fais reproche, je fais honte, mais dans le mauvais sens, parce qu'il va me répondre. Il va me dire, mais, et de quoi je me mêle, et que toi, regarde toi. Donc finalement, j'ai fait honte et ça n'a pas abouti, ce que j'ai dit n'a servi à rien. Ça a servi qu'à lui faire honte. Et bien ça, c'est interdit. Donc comment je vais faire? Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut mettre de la forme. Et les hommes en particulier, parce qu'un homme est fier. Et on est dans une forme, quand on n'est pas construit dans sa vie, on croit qu'on est en conflit. On croit que c'est la bagarre, en fait. C'est qui est le plus fort dans la famille? C'est qui va décider? C'est moi qui vais décider. Et je vais rien entendre de toi, et voilà ce qui va se passer. Malheureusement, c'est comme ça. En fait, on est partenaires. On est complices dans notre vie. On n'est pas dominant dans sa vie. Parce que j'ai besoin de ce que tu penses, et tu as besoin de ce que je pense. On est complémentaires. Le complément, c'est qu'on n'est pas en conflit. Au contraire, si l'un il veut prendre la place de l'autre, ou l'autre il veut écraser l'autre, il n'y a pas de partenaire. Si ma femme c'est une femme de ménage, c'est une serpillière, il faut qu'elle n'a rien à dire. J'ai épousé une serpillière. Mais c'est pas ça une femme, mon chéri. Oui, elle a des choses à dire. Tu vois bien dans la Torah que les choses qui ont fondamentalement changé dans la Torah, c'est grâce aux femmes. Tu vois, avec Rivka, avec Sarah, avec tout ça, les gens ont changé leur façon de penser parce que les femmes, elles avaient des opinions qu'on a entendues. Évidemment que c'est comme ça. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ça puisse s'entendre. Donc déjà à partir d'une logique de respecter l'autre, c'est évident. Mais la façon dont je vais dire, moi, quand je réfléchis, je me dis, mais comment je vais lui faire accepter ce que je pense? C'est ça mon problème. C'est pas que je vais lui dire ce que je pense. C'est pas pareil. Il faut qu'il accepte ce que je pense. Voilà, ça va pas, je vois que ça va pas, je suis en souffrance, je suis malheureux. Il faut qu'il accepte ce que je vais penser. Comment je vais faire pour lui dire? C'est pas pareil. C'est pas la même logique. C'est pas de lui dire qui compte. C'est comment je vais lui faire accepter. J'ai peur de casser cette relation. J'ai peur de faire qu'au final, qu'est-ce qui va rester entre nous? Il va rester que la honte. Je suis une femme qui fait honte à mon mari. C'est pas ça que je voulais, moi. Je voulais qu'il change. Je dis, mais moi j'ai cru que peut-être si je lui tape dedans, il va commencer à comprendre. Et des fois c'est comme ça. Et plus tu tapes dessus, plus il va comprendre. Ok, il va accepter, mais il aura honte. Mais la mauvaise. Ou soit il va me faire payer ça un jour, soit il va pas l'accepter. Parce que comme c'est qu'un type, on lui met une claque en figure, il dit, ah oui, excuse-moi, ah oui, bah oui, t'as raison, évidemment. J'ai toujours mes dents, quoi. Bon.
Ça n'existe pas. Personne ne va dire une chose pareille. Parce que j'ai été violenté, ma femme elle a raison, mon mari il a raison, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il faut être logique. Ça veut dire qu'il faut savoir de quelle manière je vais faire changer les choses. Le but c'est d'arriver à ce que les gens changent. La tochacha, c'est pour ça que c'est très très subtil. C'est très difficile parce que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi dans un couple plus que par ailleurs c'est très important? Parce que si on se marie avec un homme, et que cet homme il a épousé cette femme, il y a une avodat Hashem qui doit s'organiser derrière. Et vous allez vous rendre compte que bizarrement, ce qui vous dérange chez l'autre, c'est ce qui est construit chez vous. Et l'autre, c'est l'inverse. Votre mari, il va voir des choses chez vous qui paraissent incohérentes parce que madame, elle se comporte d'une façon que j'aurais pas. Moi, pour moi, c'est des choses acquises. C'est lui qui n'a pas de mari. Comment? Je dis, c'est lui qui n'a pas de mari comme moi. J'ai pas compris. C'est lui qui n'a pas de mari. Ah, j'ai compris. Après, ça se construit aussi. On voit, on apprend aussi des gens. Et on espère qu'on va se marier avec la Hachem aussi. Mais ça veut dire quelque part, il y a quelque chose dans le mariage. C'est un exemple, le mariage. C'est pour expliquer que dans le mariage, on va avoir des choses qui dérangent chez les autres. Autant pour soi que pour les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire un constat. On va dire, voilà, mon mari, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment je vais supporter un homme pareil? Et l'autre, l'inverse. Ma femme, vous imaginez, elle est comme ça, c'est insupportable. Donc qu'est-ce qu'on décide en général? Les gens ils décident, bah écoute, on ne peut plus vivre ensemble, on va divorcer. Parce que ça devient invivable. Leicester, comme dirait... Mais non, ça devient invivable, on divorce. C'est un constat, mais c'est un constat d'échec. Peut-être que c'est l'inverse, c'est que l'avodat Hashem, c'est te dire, par amour pour mon mari, par amour pour ma femme, par amour, on va essayer d'éliminer tout ce qui nous dérange. Ça veut dire finalement, on se sépare à cause de ce qui nous sépare. On se sépare à cause de ce qui nous sépare. Mais si j'arrive à éliminer tout ce qui nous sépare, ben j'ai gagné deux choses. Un, je retrouve ma femme ou mon mari, et on sera beaucoup plus fort, parce qu'on a réussi à éliminer, on a changé. Vous comprenez ou pas? Peut-être c'était ça le but du mariage. Le but du mariage n'était pas de vivre ensemble. Le but du mariage était d'éliminer ce qui nous sépare. Parce qu'en fait, on n'est qu'une seule et unique Neshama. Quand c'est marqué dans la Torah qu'Hachem a créé l'homme à son image, mais il l'a créé mâle et femelle, ça veut dire qu'on est mâle et femelle, d'origine mâle et femelle. Vous êtes féminin, mais vous avez en vous du masculin qui dort. Le choix de votre mari, c'est le choix de l'homme que vous portez en vous. Et l'homme, il porte une femme en lui. Zachar ou Nekeva Baraotam, on nous a créé mâle et femelle. Ça veut dire que vous avez dit, tiens, c'est mon mari, je suis amoureuse de lui, je vais l'épouser, c'est lui. Et les autres, non, c'est lui, c'est lui. D'où vous savez? D'où on peut prévoir l'avenir? Jamais. Mais pourquoi c'est lui? Parce que vous avez trouvé la potentialité masculine qui est en vous. Mais elle est potentielle. Ça veut dire que je dois devenir masculine pour comprendre fondamentalement mon mari. Parce que si je dis, moi je suis une femme et mon mari c'est un homme, eh ben, on partage chacun, voilà, je t'apporte mon féminin, tu m'apportes ton masculin. Non. Il faut que tu deviennes, parce qu'il faut que tu réfléchisses, il faut que tu réagisses masculin. Il faut que tu comprennes l'histoire du masculin. Il faut que tu comprennes le besoin du masculin. Il faut que tu comprennes. Donc tu vas devenir cette femme. Autant que lui, s'il y a un homme, il dit, mais il comprend rien, mon mari, il fait n'importe quoi, il a pas de réflexion. Il faut que je lui dise à chaque fois ce qu'il doit faire pour qu'il comprenne ce que je pense. Il n'est pas assez féminin. Il réfléchit pas au féminin. Donc qu'est-ce que je veux faire? Moi, je veux le faire atteindre ce féminin, pour qu'il réfléchisse au féminin, pour qu'il réagisse au féminin. Oui ou non? Donc je vais l'inviter à me comprendre. Je vais parler avec lui, je vais lui faire comprendre. Mais j'ai tellement envie qu'il arrive à comprendre ce que je suis. Mais pour qu'il arrive à l'accepter, il faut l'inviter à penser, ou il faut l'inviter lui, elle, à penser. Et dès l'instant où les gens ressentent ça, ils ont honte d'avoir fait des choses qui sont contraires. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc on est dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est pas de dire, écoute, voilà, ben, dorénavant, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Et jamais personne n'acceptera, ou s'il accepte, ça veut dire qu'il n'a pas de personnalité. Ça aussi, ça va pas. Donc il faut que vous arriviez à comprendre que comment je vais réfléchir, comment je vais lui dire pour qu'il arrive à accepter ce que je vais faire. Il faut le sensibiliser. Sensibiliser, mais ça veut dire qu'il faut faire du kavod. Vous avez vu que quand Yosef il a dit, voilà, je garde Binyamin. Vous avez vu la différence entre dire à Yehuda, écoutez, on va faire une petite réunion familiale. Bon, asseyez-vous. Bonjour, vous m'avez pas reconnu, non? Non? Ben c'est moi, Yosef. Alors, les cocos.
Ça va? Vous m'avez vendu? Et mon père, et machin? Ils auraient accepté? Ils auraient dit, non, mais ils se seraient rebellés. Parce qu'ils ont de quoi se justifier. Mais ouais, mais quand t'as vu comment t'as parlé, tu nous as dit, j'ai rêvé, vous étiez, mais t'as pas honte de nous parler comme ça, il se serait justifié. Qu'est-ce qui serait passé? J'aurais fait honte sans qu'il y ait eu de changement. C'est pas ça qu'il a fait. Il a respecté ses frères. Il dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà, un sujet neutre. Voilà, celui-là, j'ai gardé Binyamin, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit ça, mais c'est criminel. Il dit, ça vous dit rien? Vous êtes sûr que c'est criminel? Ah ouais, ah oui, criminel. 100% signe, 100%. C'est criminel. Vous vous rappelez, Youssef? Ouais. Et quand vous l'avez vendu, vous n'avez pas failli tuer votre père? Ah bah oui, c'est criminel. Ah ouais. Je vais vous expliquer la différence. Le problème qu'on a en général, comme ça, quand on voit des problèmes chez les gens, vous avez vu des problèmes chez votre mari, est-ce qu'il a su les solutionner tout seul, ces problèmes? Non. Il a su ou pas? Rarement. Non, t'es pas cédé. Il y a pas, manifestement, si ça vous dérange, c'est qu'il n'a pas réussi à les solutionner. Quand vous lui dites, mais regarde ce que tu fais, ça va pas, mais t'as pas honte de faire ce que tu fais, voilà, je lui fais reproche. Mais ce que je lui dis, c'est ce qu'il sait déjà. Est-ce que je l'ai aidé? Est-ce que je l'ai aidé à s'en sortir? Attendez, est-ce que je l'ai aidé? Non. Quand je dis à ma femme, mais regarde ce que tu fais, mais ça va pas, et etc., etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui rappelle ce qu'elle est. Mais elle sait ce qu'elle est. Elle le sait, soit elle fait un travail sur elle-même, soit la personne fait un travail sur elle-même. Et c'est une question de temps. Mais de lui rappeler quelle est cette personne, c'est désobligeant ou pas? Qu'est-ce que la personne aurait aimé entendre? Qu'elle a un problème ou quelles auraient pu être les solutions à son problème? Donc quand vous parlez à votre mari, ou un homme il parle à sa femme, il ne faut pas dire les problèmes. Puisque vous êtes intelligente, il faut proposer les solutions. Au lieu de dire, mais tu vois comment tu fais, regarde comment ça, regarde ce que ça me rend malheureuse. Il vaut mieux dire, au lieu de dire, voilà ce que tu fais, ce que tu fais de mal, parce que la personne, elle n'accepte pas d'être mal. Plutôt que de dire ça, il vaut mieux dire, c'est dommage, parce que si tu avais fait ça, si tu avais fait ce que j'espérais, notre relation n'aurait pas été cassée. Vous avez compris? Il vaut mieux proposer à la personne ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire, que de lui rappeler ce qu'elle ne sait pas faire. Parce que quand je fais reproche, en général, je dis ce qui ne va pas. Mais la personne, elle sait que ça ne va pas. Ou alors, même si elle occulte ce qui ne va pas, même si elle occulte parce qu'elle ne se rend pas compte, mais qu'est-ce que, en lui disant, mais t'es nul, entre guillemets, quand je dis, mais t'as fait ça, mais ça va pas, t'es nul. Mais la personne n'accepte pas nul, jamais personne n'accepte nul. Donc quand je dis à la personne, mais tu ne sais pas faire, ouais, et des fois quand c'est violent, les femmes, elles savent très très bien faire ça en disant, t'es un nul, ça va? Et tu sais, voilà, et soi-disant tu fais ça, et soi-disant ça, mais avec moi tu fais... Et avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Avec les autres, t'es soi-disant l'hypocrite, avec moi, ça ne va pas. En fait, je renvoie la personne dans un tumulte profond dans lequel la personne ne se retrouve pas et se sont humiliées dans la relation. Et ça ne donne pas envie de changer. Vous comprenez? Ça donne plus envie de se venger, plutôt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer qu'on n'est pas là pour détruire. On n'est pas là pour rappeler des mauvaises choses. On n'est pas là pour ressentir sentir la personne être humiliée ou rabaissée par ce que je vais dire. C'est très important la forme. Il faut que je comprenne quand je reçois ça, oui, que je l'ai fait dans l'intention que ça soit meilleur. Mais quand on formule ça de façon négative, c'est difficile. Il n'y a qu'avec nos parents que c'est possible, parce qu'on sait que c'est pour le bien. Ou alors on a honte d'avoir négligé le kavod qu'on leur doit, alors on accepte. Mais il faut qu'on arrive à atteindre ce degré de kavod, de respect de sa femme ou de son mari qui est extrême, et ça c'est pas évident au départ de le comprendre et de l'accepter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les gens à penser. Ou alors je me dis, mais attends, si je lui dis ça, il va se vexer, comment je vais faire? Et tout de suite, je me calme, vous savez pourquoi? Parce que si je m'énerve, c'est moi qui vais perdre. C'est vrai ou pas? Par contre, si je mets la forme, il faut que dans ma tête, il y ait comme une balance, il faut que je choisisse. Soit c'est tellement pesant de ce côté-là, il m'a tellement énervé que je vais lui dire la vérité, je vais lui renvoyer la balle, ça va. Et d'un côté, le caveau que je lui donne, il est faible. Ou je dis non, en vérité, c'est l'inverse qui doit se passer. Par respect pour lui, par respect pour notre relation, pour l'entretien, parce que je vous explique l'entretien de notre relation, parce que si je m'énerve, c'est Yitzhak qui a gagné. Je vous dis la vérité, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Parce que mon mari va être encore plus renfrogné, il va encore plus s'énerver, il va plus se têtu, et c'est moi qui ai rajouté l'entêtement. Il faut prendre peut-être la même tactique quand on parle à nos enfants. Tout est pareil. Tout est pareil. Ça veut dire qu'il faut mettre en avant comment je vais le dire, comment je vais faire pour que ça change. Pas que je vais lui dire et il va s'arranger, c'est lui qui va changer. Moi, c'est pas mon problème.
Je lui dis, écoute, tu vois, tu es en tort, débrouille-toi. Mais c'est ça qui est difficile. Mais vous comprenez bien que s'il n'a pas fait jusqu'à présent, c'est qu'il n'a pas su se débrouiller. Alors à quoi ça sert de lui répéter? Vous avez compris? C'est très difficile de... Écoutez-moi bien. Quand vous savez quelque chose de vous-même, déjà de le tolérer, de l'accepter, c'est dur. Alors lorsque vous l'entendez des autres, il a eu l'audace de vous rappeler, il a eu l'audace de vous dire, il a eu l'audace de vous humilier. Ça va se traduire comme une humiliation et pas comme un désir soi-disant de m'arranger, puisqu'il m'a pas donné de solution. Tout ce que je vous dis est inconscient, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'attendais pas qu'on me rappelle ce que je suis pas. J'aurais tellement aimé entendre que, si déjà tu parles, dis-moi ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce qui aurait pu m'améliorer, puisque manifestement, j'arrive pas à le faire moi-même. C'est ça que je voulais entendre. Ah, toi, t'es intelligent, toi, t'es intelligent. Ben, dis-moi ce que j'aurais pu faire, parce que je sais pas faire. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir peur de dire. Il faut avoir peur de faire, parce que cette relation-là, elle va casser quelque chose. Et c'est ça qui achète. Quand vous voyez que, bizarrement, dans la Torah, c'est marqué que quand Myriam, elle a fait du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, Hachem intervient. Il dit, écoutez, je vous en prie ce que je vais vous dire. C'est marrant, c'est le langage. Écoutez, je vous en prie ce que je vais vous dire. Elle a fait du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Moshe Rabbeinu qui nous donne la Torah. Myriam, elle fait du Lachon Hara sur son propre frère. C'est dur quand même. Il y a quoi s'énerver? Hachem, écoutez, on apprend d'Hachem quelque chose. Hachem, il a dit, écoutez, je vous en prie. Ça veut dire, il a dit comme ça. Tu as cru que quand on est prophète, parce que c'était quoi le problème là-bas? C'était que Moshe Rabbeinu s'était séparé de sa femme. Le jour où Hachem avait dit, séparez-vous de vos femmes 3 jours sur le mont Sinaï, vous vous rappelez? Oui. Bon, au bout de 3 jours, ils ont reçu la Torah, au bout de 3 jours, chacun est retourné dans sa maison, mais pas Moshe Rabbeinu. Il est resté de façon permanente avec Hachem. Et sa femme, elle n'a pas supporté. Mais Myriam ne savait pas tout ça. Et lorsque Eldad ou Médad ont prophétisé dans le camp, Tzipora, elle a dit à sa belle-sœur Myriam, elle a dit, bah dis donc, je plains leur femme, hein, ces deux-là. Là. Je dis, pourquoi tu dis ça? Bah, depuis que Moshe Rabbeinu a prophétisé, bah, il s'est séparé de moi, bah, Hachem va sûrement leur dire de se séparer de leur femme. Je dis, mais ça va pas ou quoi? C'est pas parce qu'on est prophète qu'on se sépare de son mari ou de sa femme. Moi, je suis prophétesse. Et Hachem, il m'a dit, sépare-toi de ton mari. Donc ça veut dire que Moshe, il a inventé des trucs. Il a inventé ça. Et donc elle a été voir son beau-frère, son frère Aaron, il dit, ce qui se passe, Moshe, il s'est séparé de sa femme, ça va pas. Hachem, il a dit, écoutez ce que je vais vous dire. Pour dire ce que vous avez dit, il aurait fallu croire que vous étiez au même niveau de prophétie que Moshe Rabbeinu. Quand on est égal à l'autre, on dit, mais moi, il m'a pas dit, donc je vois pas pourquoi il aurait dit à lui. C'est quand on est égal, mais vous n'êtes pas égaux. Parce que lui, je lui parle en direct, toi, je te parle en rêve. Peut-être cette différence, elle pouvait justifier le fait qu'Hachem, il ait besoin d'avoir une fréquence plus importante que la tienne. C'est possible ou pas? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Madoua lo yiritem le daber. Pourquoi, dit Hachem, vous n'avez pas eu peur de dire? De parler contre mon serviteur Moshe Rabbeinu. Mon serviteur Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a dit mon serviteur Moshe? Mon serviteur Moshe. Mais évidemment, c'est Moshe, c'est mon serviteur est Moshe. Pourquoi Hachem, il a besoin de dire mon serviteur Moshe? Parce que ça veut dire comme ça. Si tu penses que tu as raison, sois logique. Si tu as raison et que tu penses que Moshe, il a eu tort de se séparer de sa femme, donc est-ce qu'il mérite d'être prophète? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a eu tort de se séparer de sa femme? Il a fait une avéra. C'est ça qu'elle a cru, elle. Il faut corriger ça. Si il a eu tort de se séparer de sa femme, est-ce qu'il mérite d'être un prophète? Non. Et pourtant, Hachem, il continue à lui parler? Donc quand tu critiques Moshe Rabbeinu, est-ce que tu critiques pas Hachem? Comment ça fait que tu n'as pas eu peur de comprendre que si Hachem il continue à parler, c'est que tu t'étais peut-être trompé toi? Non? Et après, elle a eu la tsarat. Ça lui a fait, elle a eu la lèpre. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a d'abord dit, je vous en prie, écoutez-moi. Il a expliqué, il a fait kavod. T'as compris? Alors maintenant tu mérites. Vous avez vu la forme? C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il a dit, je vous en prie, écoutez-moi. Il a dit, voilà, vous avez eu tort, c'est logique, etc. Tu as compris? Maintenant, je peux te dire que je ne suis pas contente. Ça veut dire que par respect pour la personne, quand je respecte les gens me respectent. C'est comme ça. Et Zéou Mechoubad à Mechabed Tabériod. Qui c'est qu'on honore? Les gens qui nous honorent. Les gens qui vous honorent, vous les respectez. Ceux qui ne vous honorent pas, vous ne les respectez pas. C'est comme ça, c'est logique. Et quand on ne vous respecte pas? Comment? Quand on ne vous respecte pas? Oui. C'est ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'amener à ce qu'on nous respecte.
Et alors vous avez compris, ça veut dire c'est très important, oui, de faire que quand on fait reproche à quelqu'un, le but c'est que ça change. Pas que lui change, que ça change. Ça veut dire qu'il accepte ce que je vais dire. Mais ça ne peut pas se faire si la personne ne se sent pas respectée. Que dès l'instant où je respecte la personne, elle dit, ah là, elle m'a respecté, j'ai honte. Parce que moi, à sa place, j'aurais jamais fait ça. J'aurais fait autrement, je me serais énervé. Ou... Elle m'a respecté, mais bien sûr que je vais faire des efforts pour elle. Ou pour lui, je vais faire des efforts pour lui, parce que, vu l'état d'âme dans lequel il aurait dû se trouver, et qu'il m'aurait normalement un truc pareil, j'aurais... Mais je me rends compte que, oh là là, elle a fait des efforts, il a fait des efforts pour moi, mais ça montre de l'amour, ça montre du respect. Et ça, on sent... Et là, quand on a ça, on a honte. Mais ça, c'est une honte positive. Mais comment j'ai pu faire honte à ma femme comme ça? Mais elle m'a montré combien elle était... elle me respectait, mais j'ai honte d'avoir fait un truc pareil. Mais bien sûr, évidemment. Et plus on est dans ce respect-là, plus c'est facile de se remettre en cause. Parce que je n'ai pas envie de perdre ceux qui me respectent. Alors que quand je vis dans une forme de concurrence entre nous, je dis bon, on va voir, et puis si elle me dit ça, ben, je vais lui retorquer ça, et on va voir qui est-ce qui va être le plus fort. On est comme si on faisait la bagarre, vous avez compris, voilà. Et tu verras que c'est moi qui est plus forte que toi, et je vais m'entêter. C'est un principe de base qu'il faut comprendre qu'on est dans une spirale. C'est exactement, écoutez-moi bien, exactement comme... C'est marqué dans le Midrash Rabbah que Paro, il a conservé les Bnei Israël en Égypte, des esclaves. Ben, ça se fait pas. Parce que des gens esclaves, on ne les garde pas esclaves. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, ben, je vais envoyer Moshe et Aaron, qui vont lui demander de libérer les Bnei Israël pour les faire sortir d'Égypte. Et recevoir la Torah sur Mont Sinaï. Est-ce que vous croyez une seconde qu'il va accepter Paro? Une seconde. Ben, est-ce qu'il va accepter, monsieur, il fait travailler, ça fait des centaines d'années, des ouvriers qui ne payent pas, d'accord, et qui lui fabriquent des villes, et tout à coup, Moshe et Aaron, ils vont venir et dire, écoutez, bonjour monsieur, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'aurais voulu que vous libériez les 15 millions d'ouvriers que vous avez, que vous ne payez pas, pour qu'on reçoive la Torah sur Mont Sinaï à 3 jours de marche de chez vous. Ça vous dérange pas? Bon, il va accepter par où ou pas? Donc la démarche, elle est fausse. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, Ata metame tatzmecha. Hachem, il dit, tu te rends impur. Ani mosif lecha tuma tumatra. Je vais te rajouter de l'impureté sur ton impureté. Quand Hachem, il envoie Moshe Aaron, il va rajouter de l'impureté. C'est quoi l'impureté? C'est quoi l'impureté? On retrouve l'impureté dans l'état de ce qui est mort. Quelqu'un qui est mort, il est impur. La plus grande touma qui existe, c'est la touma de la personne disparue. Parce qu'elle a une très grande kedusha qui a disparu, c'est un neshama. La plus grande touma, c'est ça. La touma, c'est quoi? C'est l'état de ce qui est mort. C'est quoi ce qui est mort? Ben, ce qui est mort, c'est ce qui n'a pas de but. Ce qui est mort, c'est qui n'a pas de sensibilité. Un mort, vous lui passez l'oreille, il ne va pas bouger. La touma, c'est l'état de ce qui ne réagit plus. Donc on peut être vivant et ne pas réagir. Exactement, c'est ça la vera. C'est ça la touma. La touma, c'est l'impureté, c'est l'état de ce qui ne réagit pas, de ce qui n'a pas de but, etc. Quand une personne est en faute, elle est tamée. Mais c'est quoi la faute? C'est de dire, de façon logique, si des gens sont pris en captivité, on a une mitzvah de les délivrer en rachetant. S'il y a une rançon, on va payer. Donc qu'est-ce qui est prioritaire, l'argent ou la liberté? La liberté. Mais manifestement, chez Paro, c'est l'inverse. C'est l'argent qui est prioritaire sur la liberté. Il dit, ah, vous avez le temps de penser à être libre, je vais vous rajouter du travail. C'est-à-dire, les pôles sont inversés. C'est ça la faute de Paro. C'est de croire que l'argent ou le pouvoir est plus fort que la liberté des autres. Il s'est trompé. Donc il est tamé ou pas, celui-là? Tamé, ça veut dire qu'il est têtu à l'idée de croire que c'est ses intérêts personnels qui priment sur la liberté des autres. Il est têtu ou pas? Ça s'appelle la touma. Il est indifférent. C'est-à-dire que si vous lui dites, bah, c'est simple, monsieur, vous allez prendre la place d'un hébreu. Il dit, pardon? Oui, vous allez travailler. Ben, on va vous taper dessus pour vous faire travailler. Je dis, non, non. Ah, tout à coup, tu deviens lucide. Quand tu deviens l'autre, tu deviens lucide. Mais ça n'intéresse pas de devenir l'autre. Parce que s'il devient l'autre, il va souffrir. S'il va souffrir, il va le libérer. Il ne peut pas le libérer, donc il ne va pas souffrir. Ok. Mais non, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je vais te rajouter de la touma. Je vais envoyer Moshe et Aaron, ils vont te demander de les libérer. Il va forcément refuser.
Oui, non. Donc il va rajouter un pour plus d'entêtement. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça s'appelle la touma, ça. Ça veut dire que quand je fais quelque chose en sachant que la personne est têtue, et je vais lui dire des vérités qui le dérangent, je vais rajouter de l'entêtement ou pas? Donc c'est fait sciemment. Mais bien sûr que c'est fait sciemment. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'apprends de là? Que quand je vois que la personne en face est têtue, et que je ne mets pas la forme pour libérer cet entêtement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rajouter de la touma. Ça veut dire qu'il va encore plus être dur. Et on va plus encore se fracturer tous les deux. Et ça va, le fossé va se creuser encore plus entre nous. Moi, je croyais que ça allait s'arranger, mais c'est exactement l'inverse qui va se passer. C'est ça le secret. Donc ça veut dire que si vous ne mettez pas de forme, vous ne considérez pas la personne en face de vous, ou vous ne dites pas, mais comment je vais faire pour... J'aurais peur de dire, et j'aurais peur que ce que je vais dire va nous séparer. Je n'ai pas envie de dire quelque chose qui nous sépare, c'était l'inverse, ma démarche. C'est de dire pour se retrouver. Mais ça dépend de comment tu vas le dire et dans quel esprit tu le dis. Si tu le dis de façon à ce que ça se sépare, ça va se séparer. Parce que tu l'as jeté en pleine figure, ou tu l'as dit comme ça. Tu crois qu'il a accepté? Je dis, mais moi je m'en fiche maintenant. Parce que je suis tellement à bout que je lui dis la vérité et il se débrouille avec. Mais c'est dommage d'attendre d'être à bout pour dire, parce que ce qu'il va faire, ça c'est l'objet du Yetzer, ça. C'est Yetzer qui a raison, il nous a eu. Parce qu'on a attendu, se disant, on attend, et quand on craque et on voit tout en pleine figure. Mais non, c'est dommage, c'est pas ça qu'il fallait faire. Parce que quand vous allez faire comme ça, ou quand un homme il va faire ça, évidemment que ça va échouer, Et ça va être pire en plus. C'est-à-dire, anim aussi fléchage à tout. Je te rajoute de l'impureté, ça veut dire, je te rajoute, tu vas encore plus t'entêter. Parce que non seulement tu m'as pas respecté, mais tu m'as fait ça, mais tu vois, je vais me venger, et tu vas plus te parler, on va se séparer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, je vous explique une chose, c'est que le sentiment de non-respect amène à un éloignement. Et après, c'est très difficile d'arriver à intellectualiser quelque chose qui est l'inverse de mon émotion. Parce que de dire à quelqu'un qui est dégoûté, mais je vais t'expliquer, il n'y a rien à expliquer. Ça y est, je peux plus. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne faut pas arriver à ce que l'émotion soit plus forte que la raison. Parce que quand vous dites à quelqu'un, mais non, t'as pas compris ce qu'il a fait, ou je vais t'expliquer autrement, j'ai plus envie d'entendre. Je suis arrivé à un seuil où je ne peux plus entendre. Parce que l'émotion est tellement forte chez moi. La touma, entre guillemets, l'indifférence à l'autre est tellement puissante. J'ai même pas envie d'envisager. Parce qu'aujourd'hui peut-être, mais demain qui me dit. Vous avez compris ce qui va se passer? Je dis oui d'accord, mais vous savez, la nature revient au galop, et puis il va recommencer comme avant, et machin, ça m'intéresse plus. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est-à-dire que je ne propose même pas de solution possible, parce que émotionnellement ça n'est plus possible. Il ne faut pas qu'on arrive à ça, vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut tout le temps solutionner les choses le plus rapidement possible, pour éviter de tomber dans ce panneau. Parce que le panneau, c'est les émotions ressenties qui font qu'on n'est plus capable d'accepter ce qu'on veut. Vous savez, il faut que j'arrive à dire à la personne en face de moi quelque chose où il ne pourra pas répondre. C'est ça qui est marqué. Lo yachlou la nototo qui nivalou mi palav. Pourquoi il est marqué qu'il ne pouvait pas répondre? Parce que s'il répond, c'est foutu. Il faut qu'on arrive à dire à son mari ou à sa femme quelque chose qui va faire qu'il faut qu'elle ait honte de répondre. Mais ça, c'est les émotions que je lui mets. Je lui dis, écoute, je suis désolé, voilà, je vais te dire un truc, je vais dire, ou je lui dis, au lieu de dire, mais tu vois ce que tu fais? Tu dis, mais c'est dommage. Tu es un homme intelligent, tu fais les choses bien et tout ça, mais là, tu vois ce truc-là, c'est dommage. Il y a de la différence entre dire, mais t'es nul, mais t'es n'importe quoi, et soi-disant, tu fais la bémignane, et moi, tu aurais dit comment tu me parles avec moi. Laisse tomber ta Torah, ça ne vaut rien ta Torah. Vous avez compris ce qui va se passer? Ça veut dire que je le remets en cause complètement. Il ne va jamais accepter. Par contre, je lui dis, mais c'est dommage, regarde, tu fais ça bien, t'es un type intelligent, t'es un type sensible, machin. Et laisse juste ce détail-là, vraiment, franchement. Mais il va sentir si on dit comme ça. Comment? Si on n'est pas habitué à parler comme ça. Eh ben, il faut dire, voilà, il faut, mais d'abord. Vous avez compris? Non, mais vous avez raison. Mais écoutez-moi bien. Il vaut mieux qu'on ait peut-être une discussion ensemble avant et te dire, tu vois, franchement, entre nous. Tu vois, je suis embêté parce que je ne sais pas comment te le dire. Vous dites comme ça, je ne sais pas comment te le dire. Si je te dis franchement la vérité, tu vas te vexer. Et si je mets des pincettes et tout, tu vas dire, mais c'est pas toi, tu fais du cinéma. Mais le problème, c'est qu'on est foutu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va commencer à se respecter. Ouais. Oui, mais ça veut dire que... Oui, mais vous avez raison. Parce que la personne dit, mais attends, mais là, elle se moque de moi, là, elle fait soi-disant la gentille. Bon, voilà. Mais il faut dire, mais ouais, mais de toute façon, l'inverse, c'est pas vrai. Parce que l'inverse, si je suis la méchante, et tu vas me dire, ah, t'es méchante, ben moi aussi je serai méchant. Parce que c'est naturel, c'est comme ça. Parce que dès l'instant où on parle de la personne, il faut bien distinguer en ce que, vous parlez des choses, c'est pas grave. Par exemple, c'est incroyable, mais
Si quelqu'un, je donne toujours cet exemple, imaginez-vous, vous travaillez dans une entreprise, ça fait 10 ans que vous vous occupez de l'entreprise, vous êtes employé dans l'entreprise, mais votre salaire il n'a pas forcément augmenté alors qu'on a fait on a eu un capital super important qu'on a gagné grâce à vous. L'augmentation du chiffre d'affaires de la boîte, il a augmenté grâce à vous. Mais votre salaire, il a augmenté 3%. Bon, un jour, vous dites, bon, au bout de 10 ans, vous dites, attendez, moi j'ai mon dossier, je sais ce que l'entreprise a gagné grâce à moi, je vais aller voir mon patron. Bon. Et vous avez bien réfléchi, et vous dites, il faut absolument que mon salaire soit augmenté, je vais rentrer, le voir, je vais taper à la porte, je vais lui prouver ça, il va accepter. Sinon je m'en vais, moi, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Il va accepter l'augmentation de mon salaire? A priori, oui. Et je tape à la porte, et tout à coup, quelqu'un me dit, mais oh, où tu vas? Je vais voir le patron pour mon augmentation. Il dit, tu sais, tu as vu ta chemise? Tu as vu ta chemise? De quoi tu parles? Oh, il y avait une tache de sauce tomate, comme ça, je ne l'avais pas vu. Ah, c'est la pizza du... J'ai mangé une pizza, ça a dû couler, c'est une tache comme ça. Trop je rentre là-bas, elle est ridicule, j'aurais tout gâché. Qu'est-ce que je dis à la personne? Oh là 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 là, Todaraba de m'avoir dit que j'avais une tache comme ça sur ma chemise, parce que comment ça serait passé? Oh, je ne sais pas comment te remercier, merci beaucoup. De m'avoir dit que j'avais une tache. Je vais juste me changer, je vais rentrer pour mon patron. C'est ça que je vais faire. Bon. Maintenant, je le vois, le type, je lui dis, mais tu as vu comment tu parles à ta femme? Il dit quoi? T'as pas une petite tache dans la tête? Il me dit, ah, mais tu as vu comment tu parles à la tienne? Il va m'engueuler. Ça va? Dis-moi entre nous, qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir une tache sur la chemise ou une tache dans la tête? Dans la chemise. C'est plus grave dans la chemise, évidemment. Ouais, parce que... Qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir une tache sur ta chemise ou une tache dans la tête? Une tache dans la tête. Mais pourquoi il m'a pas dit? Quand tu m'as dit que j'avais une tache sur ma chemise, je t'ai dit Hazak Obarot Odaraba. Et quand tu m'as dit que j'ai une tache dans la tête, a fortiori, j'aurais dû dire Hazak Obarot Odaraba. Puisque c'est plus grave d'avoir une tache dans la tête qu'une tache dans la chemise. Et là, j'ai fait l'inverse. Quand il m'a dit la chemise, j'ai dit, oh là là, tu m'as sauvé ma vie. Et quand il m'a dit que j'ai une tache dans la tête, je lui ai dit, mais va chez... Mais comment c'est possible? Pourquoi on n'est pas logique? Pourquoi on n'est pas... Mais a fortiori, oh là là, tu m'as sauvé ma vie. J'avais pas remarqué que j'avais une tache dans la tête. C'est vrai, j'étais bête. Mais c'est a fortiori ou pas? Vous avez vu? Dès qu'on parle de moi, c'est terminé. Tu me parles de ma chemise, il n'y a aucun problème. Hein. Mais dès que tu parles de moi, c'est fini. Ça veut dire que je ne peux plus t'écouter. L'amour propre est plus fort que tout. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça. Ça, je vous explique. Quand je fais reproche, je sais que ça va engendrer un problème d'amour propre. Évidemment que c'est comme ça. Donc il faut s'arranger pour, au contraire, montrer qu'on n'est pas contre la personne. C'est pas contre toi ce que je te dis. C'est pour toi. Donc je dis que je te respecte et je te montre. Et donc le discours va changer, la façon de te comporter va changer. Je ne vais pas m'énerver. Tout ça, buvez. Éliminer. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. Donc il faut faire attention que ça soit toujours un comportement positif pour que la personne, elle pense positive. Elle ne pense pas que c'est contre elle, mais pour elle. Khazako. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.